Ça me fait toujours rire dans les films quand ils se sentent obligés de préciser ces gars-là sont des pros. Les mecs qui vont tuer, c'est des soldats en face, avec une logistique, une administration. C'est des pros aussi. Moins sexy, mais des pros aussi. Aujourd'hui, on va parler de la bataille de Nördlingen en 1634. Ses conséquences sont grandes, mais d'un point de vue tactique, il n'y a aucune innovation. Du coup, ça sert à rien. Merci de m'avoir écouté. Justement, on va pouvoir parler d'un fait majeur de la guerre de 30 ans, la professionnalisation de l'armée au détriment des troupes mercenaires. Pour le contexte, nous sommes 3 ans après la bataille de Breitenfeld. Je vous conseille de voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Après cette victoire suédoise, Gustav Adolf s'installe en Allemagne avec son armée et renverse le cours de cette guerre en à peine une année. Ah, il fait clairement du bon boulot. Mais il a la mauvaise idée de mourir en gagnant la bataille de Lützen en 1632, ce qui laisse l'avantage à son camp, mais sans chef. Et ça se sent. Durant les 2 années qui suivent, les protestants ne font presque rien et laissent les catholiques, notamment les Espagnols, se réorganiser et reprendre l'initiative. Les protestants tentent une attaque en Bavière, mais les catholiques d'Autriche, commandés par Ferdinand de Hongrie, menacent la Bohême et donc la logistique suédoise, ce qui force les protestants à revenir sur leurs pas. Pour ne rien arranger, une armée espagnole arrive du nord de l'Italie pour renforcer la région. Les protestants réagissent trop tard et, en tentant d'éviter la fusion des deux armées, ils foncent sur l'armée autrichienne qui est rejointe par les Espagnols 3 jours avant leur arrivée à Nördlingen. Dommage. Le terrain est un peu particulier, avec une grande colline qui sépare les deux armées. Celle-ci est un peu sur le flanc gauche espagnol, qui se voit pour une fois composé d'une forte infanterie, notamment de leurs tercios viejos. La cavalerie se retrouve concentrée de l'autre côté pour couvrir un hypothétique contour suédois de la colline. Ces mêmes Suédois ont un déploiement miroir. C'est évident pour les deux commandants, cette colline est la clé, parce qu'elle couvre n'importe quel effort de l'artillerie, et donc permettra de garder l'initiative. D'abord, ce sont les impériaux catholiques allemands qui prennent la colline. Ils essuient plusieurs attaques de la cavalerie suédoise, mais tiennent bon. Puis c'est l'infanterie suédoise qui attaque résolument et qui reprend la position en mettant en déroute les Allemands. Pendant ce temps, au nord, les cavaleries se regardent en chiens de faïence et les artilleries se bombardent mutuellement. Grâce à un effort de la cavalerie espagnole, les tercios viejos arrivent à laisser passer les fuyards allemands pour prendre d'assaut la colline et réoccuper le terrain en moins d'1 heure. Avec des espaces restreints et marécageux autour de la colline, les cavaleries ont du mal à manœuvrer et n'arrivent pas à gagner la décision. Tout va donc se jouer autour de l'infanterie. Et à ce jeu, les tercios espagnols sont très très forts. Seuls véritables professionnels à vie sur le terrain, dotés de commandants qui gèrent les renforts, ils sont indélogeables de la colline et les Suédois s'essoufflent en attaque infructueuse. En observant le blocage au sud, les Suédois sont obligés de chercher la décision au nord et donc vont devoir mener une charge de cavalerie face à une artillerie bien défendue. Et contre des canons et des mousquetaires bien en place, la charge échoue et est repoussée par la cavalerie bavaroise catholique. Dans le même temps, l'infanterie au sud perd son moral et abandonne ses assauts. La bataille est perdue pour les Suédois, mais leur retraite désordonnée et l'avance implacable des tercios du sud et de la cavalerie au nord mènent à une débandade. Les Suédois perdent hommes, canons et matériel. 8000 morts et 4000 capturés contre 2400 pertes espagnoles, les Suédois perdent totalement pied en Allemagne et ne peuvent plus protéger les États protestants. La guerre de 30 ans aurait dû s'arrêter là avec le traité de Prague, mais la France décide d'intervenir pour éviter un encerclement géopolitique. Et là, vous vous dites... Je me ferais bien un chocolat chaud. Oui, mais sinon... Ah oui, c'est quoi les tercios ? Excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. Comme vous l'avez compris, c'est aussi grâce au professionnalisme des tercios espagnols que cette bataille a été gagnée. Les tercios, c'est une organisation tactique et administrative créée par Charles Quint. Ces soldats s'y engagent à vie et c'est un savant mélange entre piquiers, mousquetaires et arquebusiers. En fait, je vais m'attarder sur leur organisation, car on assiste au début de l'armée professionnelle nationale. L'organisation de ces tercios est strictement encadrée
est parfaitement décrite. Un tertios, c'est 3000 hommes, avec un état-major dédié de 29 hommes, entre capitaines, services de soins, police militaire, chapelains et musiciens. Elle est divisée en compagnies de combat de 300 hommes, avec leurs propres officiers. Les tertios témoignent d'une véritable chaîne de commandement et d'un comportement autosuffisant en tant qu'unité. Le fait qu'ils s'engagent à vie permet un entraînement et donc le maintien de formations tactiques complexes sur le champ de bataille, ce qui se révèle être un énorme avantage. Et ce ne sont pas des mercenaires. Grâce à ce non-mercenariat, une administration peut leur être dédiée et les soutenir en matériel, en finances et en renforts humains. Bon, en pratique, il y a toujours des désertions, toujours des maladies, les unités sont rarement complètes. En attendant, loin de l'Espagne et peu soutenus par les régions traversées, les tertios ont une énorme cohésion interne et une vraie vie sociale, appuyée par les officiers et la religion. Pour ce qui est de leur tactique, les piquets sont capables de créer des murs de piques pour protéger les tireurs des charges de cavalerie, tandis que les arquebusiers et les mousquetaires désorganisent les formations de piquets adverses. La combinaison, avec une formation mouvante en fonction de l'adversaire, rend les tertios adaptables et efficaces. Sous la menace, les piquets encadrent les tireurs, sinon ces derniers sortent aux quatre coins des carrés de piquet pour tirer où que soit l'adversaire. Dernier avantage, la conservation des vétérans et donc la transmission de l'expérience. Finalement, les tertios espagnols règnent sur les champs de bataille pendant près d'un siècle. Supérieurs en organisation tactique, mieux soutenus hors combat et innovants en termes de combinaison d'armes, les tertios ne seront battus que par l'avènement des fusiliers et du tir groupé. Et là voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.